Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Amélie Diawara. Je suis donc agent représentatif à l'ECA Group. Nous avons réuni aujourd'hui, dans le cadre des discussions qu'on a l'habitude de tenir avec vous. Donc, généralement, à chaque GI, nous avons donc un thème euh, avec lequel nous nous entretenons avec vous. Généralement, ce sont des partenaires qui interviennent directement. Et pour cette semaine, c'est BCA Group lui-même voilà, le présentateur. Donc, nous avons décidé de discuter avec vous aujourd'hui pour essayer de mettre à la lumière sur quelque chose de très important, en tout cas en ce qui concerne les études à l'étranger. C'est un sujet qui revient beaucoup. Donc, ce sont des sujets en rapport avec les bourses d'études à l'étranger. Donc, nous avons jugé utile d'apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur ce sujet-là parce que pas mal d'étudiants sont à la recherche de bourses, mais bon nombre d'entre eux voilà, ne savent pas réellement ce qui se cache, bon, ce qui se cache entre guillemets derrière ces bourses-là et quels sont les détails à savoir. Voilà, parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'avoir un projet d'études à l'étranger, voilà, demander une bourse pour un projet quelconque sans savoir tout ce qui est demandé pour l'obtention de la bourse et quels sont les disponibilités en rapport avec la bourse. Donc, nous avons essayé d'apporter des éclaircissements par rapport à ça tout au long de la présentation. Donc, les autres vont simplement nous rejoindre au fur et à mesure de la réunion. Le premier aspect, en tout cas, qu'il faut aborder par rapport à ce que c'est qu'une bourse, donc, c'est déjà se poser la question, qu'est-ce qu'une bourse d'études? Donc, comme je le disais, lorsqu'on fait des demandes par rapport à une bourse, je suppose que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est qu'une bourse. Donc, la bourse, c'est une aide financière, c'est pas comme vous voyez au niveau du document, une aide financière accordée à une catégorie d'étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études. Donc, ces bourses-là peuvent être assimilées à ce qu'on appelle des subventions. C'est-à-dire, lorsqu'un étudiant a un projet d'études à l'étranger, l'étudiant peut se retrouver face à certaines difficultés financières, des difficultés qui ne lui permettent pas, n'est-ce pas, de pouvoir s'inscrire dans une université où les frais de scolarité atteignent un certain montant qui dépasse généralement les capacités financières de l'étudiant, ou bien qui sont limites. C'est-à-dire que l'étudiant qui envisage d'étudier à l'étranger a un budget limité, donc il ne peut pas subvenir de manière totale aux frais exigés par les universités. Ce qui fait que, à partir de là, on peut parler voilà, de recherche de bourse parce que ça va permettre à la personne, ça va permettre à l'étudiant d'avoir une aide financière en quelque sorte pour, n'est-ce pas, réaliser son rêve qui est d'étudier à l'étranger. Donc, en gros, c'est ça une bourse. Et tout au long de la présentation, on va tourner autour de la définition parce que la définition, déjà, c'est ce qui va donner donc, ce qui va nous permettre de bondir, de rebondir, excusez-moi, sur certains aspects, notamment les catégories de bourses qui existent. On va avoir des catégories existantes. Après avoir vu les catégories existantes, il va falloir savoir d'où proviennent ces bourses-là. Parce que voilà, on fait des demandes, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on a un projet d'études à l'étranger, ou à chaque fois qu'on se retrouve face à des difficultés, on a tendance à demander donc une bourse. Mais est-ce qu'on sait réellement d'où ces bourses-là proviennent pour que tout le monde puisse en bénéficier? C'est réellement un point d'interrogation. C'est un aspect qui mérite donc d'attirer réflexion pour que chacun puisse avoir, n'est-ce pas, des éléments de réponse et savoir pour la suite, c'est-à-dire le projet à l'œil, comment s'y prendre. Est-ce qu'il faut demander une bourse à tout moment de l'année? C'est la question. On va voir cela. Et est-ce qu'il faut demander une bourse à toute organisation? Est-ce que toute organisation est légitime pour donner une bourse? C'est pas mal de questions auxquelles on va répondre tout au long de la présentation. Maintenant que nous avons su ce que c'est qu'une bourse, évidemment, il va falloir rechercher dans les différents types de bourses d'études. Donc, il existe plusieurs types de bourses d'études. Nous avons les bourses de mérite. Nous allons revenir donc sur la définition.
Nous avons également des bourses sur des besoins financiers, nous avons également des bourses d'échange ou de mobilité. Et pour terminer, nous avons également des bourses d'excellence. Pour chacune de ces bourses-là, nous avons essayé de donner donc, ce qui caractérise en fait la bourse en question. Donc, pour commencer, nous allons pour commencer, excusez-moi, nous allons prendre la bourse de mérite. La bourse de mérite, en fait, c'est une bourse qui est octroyée à une catégorie d'étudiants, à une catégorie d'élèves, en quelque sorte. Maintenant, on va voir tout au long de la présentation que la bourse de mérite s'apparente aussi à la bourse d'excellence. Donc, elles ont des traits en commun, excusez-moi. La bourse de mérite, pourquoi? Parce qu'en fait, la bourse de mérite, lorsque vous avez fait le choix d'étudier dans un pays bien déterminé, je prends l'exemple d'un étudiant qui a eu comme projet d'études depuis longtemps d'étudier au Canada. Ça y est, vous avez fait toutes les démarches. Vous avez fait toutes les démarches possibles avec BCAE. Vous êtes maintenant au Canada. Donc, vous joignez une université. Maintenant, au niveau de l'université en question, vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle une bourse de mérite. Maintenant, la bourse de mérite en question, on vous l'octroie en fonction de vos performances académiques. C'est-à-dire que vous devez être méritant. Vous devez trouver à l'école, à l'université que vous êtes donc quelqu'un en mesure de bénéficier de la subvention offerte par l'école. Maintenant, ça, il faut comprendre qu'il faut déjà être sur place en fait. Vous ne pouvez pas parler de bourse de mérite si vous êtes dans votre pays. Donc, à ce moment-là, on parle de bourse d'excellence. Mais lorsqu'on voit le cas de bourse de mérite, ça veut dire que si vous avez fait le choix d'étudier au Canada, comme je l'ai dit, vous avez fait le démarche avec le CNU, évidemment, vous êtes au Canada maintenant, vous avez accès à votre université, vous êtes inscrit par exemple en informatique. Donc en informatique, au fur et à mesure que les semaines passent, que les semestres passent, vous êtes parmi les meilleurs étudiants dans le domaine informatique. Donc, vous pouvez là obtenir ce qu'on appelle une bourse de mérite. C'est-à-dire l'école vous octroie une récompense en quelque sorte. Donc, cette bourse-là peut être une réduction sur les frais de scolarité. Donc, on ne peut pas réellement déterminer la valeur de la bourse parce que ça va dépendre de vos performances académiques et ça va dépendre aussi de l'école. Ce qu'on veut simplement souligner, c'est que l'école vous octroie donc une récompense donc pour vous féliciter d'avoir donc gardé un excellent niveau tout au long de l'année dans le domaine d'études que vous avez choisi. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une bourse de mérite. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que pour l'obtenir, on ne peut pas l'obtenir en faisant une simple demande. On l'obtient aussi en faisant des efforts personnels, c'est-à-dire des efforts quant à la constance de nos moyennes. Donc il faut être constant à toute période de l'année. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle la bourse de mérite. Après la bourse de mérite, on a donc ce qu'on appelle la bourse sur besoins financiers. La bourse sur besoins financiers, donc, c'est également octroyé à une catégorie de personnes bien déterminées. Donc, on a l'habitude d'octroyer ces bourses-là. Donc, je dis bon, de manière générale, pas forcément BCAO, parce qu'en fait, à notre niveau, vous allez voir tout au long de la présentation qu'on va essayer de mettre l'accent sur les autres types de bourses, mais pas forcément la bourse de besoins financiers. Parce que la bourse de besoins financiers n'est pas offerte par toutes les organisations. Donc, il y a des organisations qui sont dédiées à cela, donc qui offrent aux étudiants qui sont en mesure de prouver, n'est-ce pas, qu'ils ont des capacités financières très limitées, donc quasiment pas les ressources nécessaires pour étudier à l'étranger, au regard de la situation donc, de leur famille respective. Donc, ces étudiants ont la possibilité de joindre certaines organisations qui, après donc, examen du dossier du candidat, va décider, n'est-ce pas, de lui octroyer une bourse qui va viser donc, à subvenir à ces études. Donc, ça peut être la totalité ou bien la moitié, ça va dépendre. Généralement, lorsque vous avez des bourses sur besoins financiers, après quelques temps aussi, vous êtes, n'est-ce pas, on ne va pas dire redevable, mais vous pouvez être emmené, par exemple, si c'est une organisation qui est dans un domaine bien précis. Si vous avez obtenu une bourse pour ce domaine-là, vous pouvez donc, après vos études, revenir et servir également pour ce groupe-là qui vous a aidé à obtenir une bourse. Voilà, quand vous n'aviez pas les moyens. Donc, en fait, c'est ça la bourse sur besoins financiers. Donc, je disais qu'on ne va pas
s'attarder sur ça parce qu'en fait, nous, on n'octroie pas, on n'aide pas dans l'obtention de ces types de bourses-là parce que ce sont des organisations bien précises qui les offrent. On va peut-être voir les organisations au fur et à mesure que l'on avance dans notre réunion. Et ensuite, nous avons la bourse d'échange et de mobilité. À ce niveau-là, je peux dire que oui, VCA Group travaille avec des partenaires qui offrent ce type de bourse-là. Donc, la bourse d'échange et de mobilité, c'est en fait une bourse qui est offerte, n'est-ce pas, aux étudiants par les universités ou les écoles en tout cas, qui souhaitent, n'est-ce pas, faire promouvoir leur école, c'est-à-dire faire connaître leur école davantage, c'est-à-dire au niveau d'un pays bien déterminé. Donc, je prends un pays au pif. Au niveau du Cameroun, par exemple, l'université telle a constaté qu'elle n'est pas assez connue, par exemple. Donc, elle décide avec, n'est-ce pas, l'autorisation, ou bien en tout cas de manière autonome, de lancer une bourse d'études en direction du Cameroun pour les étudiants camerounais, en tout cas pour que leur école puisse être connue davantage au niveau du Cameroun. Ça fait que lorsque vous y allez, donc c'est parce que l'école veut mettre en avant soit une formation que les autres n'ont pas, ou bien mettre en avant tout simplement leur établissement. Donc, c'est ça qu'on appelle les bourses d'échange et de mobilité. Donc, pour la plupart du temps, ce ne sont pas des bourses complètes. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que vous y allez gratuitement, c'est-à-dire que vous ne déboursez même pas un franc pour essayer d'être un peu plus direct. En fait, les bourses d'études qui sont là, ce sont des bourses en fait où l'école ou bien l'organisation qui offre à la bourse s'attend aussi à ce que vous puissiez faire des efforts de votre côté. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire attendre que l'organisation ou l'école, en tout cas bon, l'organisation académique, ça dépend de l'organisation à but non lucratif, ça va dépendre de qui offre, ne s'attend pas à ce que, par exemple, vous mettiez donc à faire des recherches par rapport à une filière d'études bien précise. C'est-à-dire, vous voulez étudier en informatique, vous exigez, bon, pas vous exigez, c'est un peu trop dire, vous demandez à ce que l'université telle puisse vous avoir donc, une bourse d'études 100% financée du côté de l'informatique. Ça veut dire que les frais de voyage, comment on appelle, le logement, la restauration, les frais d'études sont à la charge de l'école. Ce sera un peu difficile quand même, parce que s'il faut prendre en compte les frais de scolarité dans ces pays-là, c'est quand même des frais assez conséquents. Donc, s'il faut faire ça pour un seul étudiant, ça peut passer. Mais vous imaginez que vous n'êtes pas les seuls à vouloir donc, être à la recherche d'opportunités. Donc, ça devient compliqué pour les établissements. Donc, ce qu'ils font à ce niveau-là, c'est qu'ils offrent donc des bourses partielles. On appelle ça des bourses partielles. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 100% des frais de scolarité, ils ont donc enlevé donc, un certain pourcentage, c'est-à-dire au lieu de payer 100%, vous pouvez vous retrouver à payer 80% des frais de scolarité. Donc ça, déjà, c'est un effort assez considérable de la part des universités ou des écoles, parce qu'en fait, ce qui reste des frais de scolarité que vous étiez censé payer, ça pourra vous aider, n'est-ce pas, pour quelques mois, en tout cas en matière de logement, ou bien en matière de restauration, bien en matière même de loisirs personnels. C'est déjà un effort assez conséquent. C'est vraiment ces types de bourses qui sont le plus à, comment on appelle, à la portée des établissements et qui sont vraiment les plus appropriés et vraiment les plus accessibles, si on va dire. Et pour terminer, nous avons aussi les bourses d'excellence. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment là l'élite en quelque sorte. C'est-à-dire que ça touche une catégorie d'étudiants. C'est-à-dire que les bourses de mérite encore, on peut avoir plusieurs étudiants qui sont méritants. Voilà, parce que peut-être au niveau de leur moyenne de classe, ils se rattrapent un peu de temps en temps. Mais lorsqu'on parle de bourses d'excellence, c'est vraiment là le summum, c'est-à-dire l'apogée les étudiants qui, durant leur parcours académique, ont connu sans faute. Et quand on dit un sans faute, ce n'est pas seulement valider les semestres, c'est valider les semestres, et comme on le dit le plus souvent, avec la manière. C'est-à-dire, vous avez le cas d'un étudiant, donc lorsqu'il arrive, avant d'être étudiant, bien sûr, lycéen d'abord, par exemple, en classe de sixième, depuis le collège jusqu'à l'université, l'étudiant n'est pas à moins de 13 de moyenne, par exemple. Et même 13, c'est simplement pour essayer d'être un peu plus terre à terre. Ça peut être plus de 15. Bon. Vous voyez, l'élève ou l'étudiant n'a pas eu une moyenne en dessous de 15, par exemple. Ça, c'est l'excellence en quelque sorte. C'est une constance qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, ce genre d'étudiants-là, ils ont généralement ce qu'on appelle des bourses d'excellence, c'est-à-dire des bourses qui leur sont offertes
par les gouvernements pour la plupart du temps, parce que voilà, les établissements n'ont pas forcément connaissance des étudiants qui sont dans chaque pays et qui excellent depuis le bas âge. C'est plutôt le gouvernement de chaque pays qui, n'est-ce pas, récompense l'excellence en quelque sorte. Donc ça, ce sont des catégories de bourses qui existent. Donc, les bourses de mairie sur besoins financiers, l'échange de mobilité, mais également les bourses d'excellence. En tout cas, pour essayer d'être vraiment les plus transparents possible. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé donc ce webinaire-là, vraiment parce qu'en fait, nous avons jugé utile de donner vraiment les éclaircissements nécessaires. Parce qu'en fait, lorsque vous n'avez pas les informations, ça fait que vous recherchez, sans pour autant trouver. Vous n'allez jamais trouver, en fait, parce que ce n'est pas, parfois ça ne relève pas de la possibilité. Ça veut dire qu'en quelque sorte, je n'aimerais pas dire que certains perdent leur temps, mais au fur et à mesure que vous cherchez, vous allez tomber sur des gens qui vont vous proposer, par exemple, des bourses totalement financées, mais en échange, vous devez payer un certain montant. Vous allez finir par vous faire arnaquer, comme certains se font arnaquer, c'est-à-dire, ils vous promettent, n'est-ce pas, à force d'avoir recherché, vous tombez finalement sur quelqu'un qui vous dit être en possession ou bien être dirigeant d'un établissement quelconque. Et voilà, ils sont actuellement en train de donner des bourses totalement financées à 100% dans tel domaine ou tel domaine. Maintenant, pour obtenir cette bourse-là, il va falloir verser un premier montant de temps en temps. C'est-à-dire, vous allez verser de l'argent. Et une fois que vous versez cet argent-là maintenant et que vous voulez avoir de nouveau par rapport à votre dossier en ce qui concerne les bourses, vous n'avez plus les nouvelles de la personne qui vous a présenté la bourse parce que simplement cette personne était en possession de rien du tout. C'était simplement voilà, de l'arnaque parce qu'en fait, ces personnes-là savent que les étudiants sont pour la plupart du temps à la recherche de bourses totalement financées. Donc, ça veut dire que si vous enlevez déjà cette idée de la tête là, ça fait qu'à chaque fois que vous voyez une bourse entièrement financée, vous devenez un peu plus méfiant. Donc, vous savez donc voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas vous faire arnaquer. Donc, c'était très important de voir ces différents types de bourses-là. Maintenant qu'on a vu les différents types de bourses qui existent, c'est très important de savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, d'où ça vient. OK, c'est très intéressant de se demander, de rechercher une bourse dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du commerce international, dans le domaine de voilà, la physique, la chimie. Mais est-ce qu'en tant qu'étudiant, je sais d'où proviennent ces bourses? C'est une grande question. Donc, les bourses, comme on l'a dit, on l'a frôlé tout à l'heure, on a parlé donc de manière très, très brève. Les bourses peuvent provenir, excusez-moi, provenir, c'est le mot, des gouvernements pour attirer plus de personnes afin de participer à son développement. Donc, c'est-à-dire un gouvernement quelconque peut mettre, n'est-ce pas, à disposition d'une personne pour, n'est-ce pas, arriver dans leur pays. Et une fois que vous y arrivez, donc, vous faites des formations dans le domaine de l'agriculture avec la bourse. Vous avez donc de l'expérience et après, on vous propose même de rester dans le pays pour pouvoir participer au développement de votre pays. Donc, ça, c'est fréquent. Les gouvernements font généralement ça. Mais lorsque les gouvernements, excusez-moi, OK, lorsque les gouvernements généralement font ce type de proposition de bourse, donc octroient ce type de bourse-là, ils entrent généralement en contact avec votre gouvernement aussi, donc le gouvernement de votre pays. Donc, pourquoi cette précision, en fait, pour vous faire savoir en fait que si vous voyez des bourses qui viennent des organisations qui sont très, très, très reconnues, donc les organisations gouvernementales, etc. Bien sûr, ça peut être des bourses qui sont simplement proposées aux étudiants à travers la plateforme de l'ambassade, etc. Mais encore là, beaucoup de vigilance parce qu'il y a aussi des gens qui tournent autour de là, qui sont à la recherche, n'est-ce pas, des étudiants qui voilà, seraient aussi à la recherche de bourses gouvernementales, etc. Mais ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que le gouvernement d'un pays X entre directement en contact avec le gouvernement du pays Y. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, il faut savoir que voilà, nous avons des bourses disponibles pour un nombre d'étudiants bien déterminé dans tel domaine. Et voici les critères pour être bénéficiaire de cette bourse-là. Donc, votre gouvernement également à son niveau publie un communiqué
à travers généralement les canaux officiels, euh, tels que les canaux, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation ou bien de l'enseignement supérieur. Et on vous dit que le gouvernement du Canada, par exemple, voilà, après l'accord du gouvernement du Sénégal, par exemple, voilà, décide d'octroyer une bourse à, disons, 500 étudiants. Donc, pour obtenir ces bourses-là, il faut respecter tel critère. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des bourses gouvernementales. Donc, ça vient des gouvernements. Et comme on l'a dit, c'est pour attirer plus de personnes dans le pays afin de participer à son développement. C'est le premier type de programme. Nous avons également des bourses qui viennent des institutions, donc les institutions académiques, les universités, les écoles d'enseignement général. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on évoquait les bourses partielles. Donc généralement, les écoles font ça, on l'a déjà dit un tout petit peu. Donc c'est pour promouvoir en fait les programmes proposés au niveau de l'école, encourager également le maximum d'élèves, n'est-ce pas, d'étudiants à s'y rendre. C'est-à-dire l'école a des formations qu'elle aimerait vraiment faire connaître aux yeux du monde. Elle aimerait attirer beaucoup plus d'étudiants. Elle aimerait donc faire que son établissement soit un établissement donc beaucoup diversifié culturellement, mais à disposition des bourses pour que vraiment les ressortissants de tout pays, en tout cas ou de tout continent, puissent être intéressés afin de rejoindre l'école, une fois qu'ils rejoignent l'école ils rejoignent l'école, donc ils ont les possibilités d'obtenir des bourses. Donc, c'est juste là. Voilà, ce sont des réductions sur les frais de scolarité. Ça vous rend un peu, ça vous, comment on appelle, ça vous enlève un certain poids donc à un niveau parce qu'au lieu de payer, comme on l'a dit, 100%, vous pouvez payer 80%. Et les 20% qui restent, vous pouvez vous en servir pour votre logement, ou bien votre restauration, ou bien vos besoins personnels. C'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment ça la provenance donc des bourses. Après aussi, en dehors des gouvernements et des institutions académiques telles que les universités ou les écoles d'enseignement général, ça peut aussi provenir des ONG, donc des organisations non gouvernementales. Ça peut être des associations également. Ça dépend vraiment. Mais les principales provenances, donc, ce sont les gouvernements et les universités et écoles d'enseignement général. Là, passer cet aspect-là, on va essayer de voir ce qui suit. Donc, on a les critères d'éligibilité. Donc, évidemment, il y a des bourses, il y a des bourses de mérite, des bourses sur les besoins financiers, des bourses de mobilité, des bourses d'excellence. OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible? Voilà, ça aussi, c'est un aspect très important qu'on va essayer de préparer, c'est en tout cas de faire le maximum pour pouvoir éclaircir vos lanternes. Excusez-moi. Exactement. Donc, il faut comprendre aussi que les bourses, juste pour ajouter un point donc, les universités et l'école d'enseignement général en tant que source de bourses, il faut également comprendre que les universités peuvent ne pas forcément faire un communiqué via leur site. Donc, ils peuvent directement s'associer, n'est-ce pas, à des partenaires, donc des agences de représentation, donc des agences représentatives comme le VCA, par exemple. On va le voir un peu plus en avant dans le document, que les universités peuvent, dans l'optique de leur partenariat avec une agence quelconque, une agence représentative, donc décider d'octroyer des bourses aux étudiants qui passeraient par cette agence-là à des périodes bien déterminées. Donc, disons pour le mois de juillet, le collège X, en partenariat avec le CAD, donc décide d'octroyer aux étudiants qui feront la procédure pendant tout le mois de juillet, donc des réductions de tant de dollars canadiens sur les frais de scolarité, une exemption donc des frais d'inscription universitaire, etc. Ça, ce sont des bourses vraiment qui existent. Et donc, nous, on peut être très fiers de vous présenter. Parce que ce que nous, on n'aimerait pas, se vous présenter donc, des choses qui ne relèvent pas forcément des réalités. Donc, simplement pour, voilà, n'est-ce pas, pour vous dire entre guillemets ce qui vous plaît, mais on aimerait vraiment vous faire savoir ce qui se passe tout autour de ces bourses-là qui sont recherchées par les étudiants. C'est pas facile parce que, voilà, il faut
avoir des personnes très fiables. Également, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui tournent autour pour, n'est-ce pas, profiter donc de la vulnérabilité des étudiants dans la recherche de bourse. Donc, par rapport aux critères d'éligibilité, nous avons des performances académiques, sans la préciser lorsqu'on évoquait les bourses de mérite, mais également les bourses d'excellence. Donc, il y a des bourses pour les obtenir. Il faudrait, par exemple, avoir 12 de moyenne, 13 de moyenne, bien pour certaines bourses également 15, 16, ça dépend. Donc, vos performances académiques doivent être des très bonnes pour que donc l'école puisse vous octroyer la bourse en question. Et voilà, cette bourse-là aussi, vous comprendrez que l'école fait des efforts parce qu'elle va réduire les frais de scolarité. Et vous également, vous devrez faire des efforts dans le sens où vous devez une certaine constance, une certaine régularité, un certain sérieux dans vos performances académiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de logique parce que pour vous récompenser aussi, il faut donner l'envie de vous récompenser. Donc, si on octroyait des bourses à tout le monde, donc, il y en a qui en bénéficieraient et qui ne seraient pas forcément de très bons, voilà, n'auraient pas forcément de très bons moyens. Donc, c'est des exigences qui sont quand même légitimes parce que pour obtenir telle chose, l'école demande ici en retour que vous puissiez donc faire des efforts personnels pour obtenir les bourses en question. Et c'est vous qui gagnez le plus parce qu'en réalité, lorsque vous quittez déjà votre pays pour l'étranger, je ne pense pas que quelqu'un parmi vous donc, quittera son pays pour aller donc reprendre des classes. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est logique. Donc je pense que lorsqu'on a déjà un projet d'études à l'étranger, on prévoit un espace au maximum afin d'engranger le maximum de bonnes notes afin de passer d'un niveau à un autre. Donc, en plus déjà de faire ce qui est normal pour vous, parce que vous devez, n'est-ce pas, rendre les efforts que vos parents ont fournis dans en ce qui concerne les frais de scolarité, les frais de voyage, etc., le logement, vous devez déjà de rendre vos parents fiers, entre guillemets. Donc, en même temps aussi, vous rendez fiers vos parents, vous bénéficiez également de manière personnelle des réductions qui vont également alléger vos parents. Donc, c'est une pierre de commandite. Donc, ça, c'est en ce qui concernait les performances académiques. Donc, nous avons également des disponibilités, des critères par rapport avec la disponibilité de la bourse. Donc, il faut comprendre que les bourses ne sont pas disponibles aussi à tout moment. Donc, on l'a dit, il y a des catégories de bourses, il y a aussi des périodes d'octroi de bourses en fait, en tout cas, euh, où des universités ou des organisations publient des annonces par rapport aux bourses. Donc, on ne peut pas s'attendre 12 mois, 12 sur 12, c'est-à-dire de janvier à décembre, à espérer avoir une bourse en fait. Lorsque vous voulez une bourse, il faut déjà être conscient que l'école ou les organisations, c'est à partir de telle ou telle période que, voilà, généralement, voilà, ils font des annonces par rapport aux bourses et à partir de telle date, il faut postuler. Ça, c'est aussi une réalité. On ne peut pas avoir des bourses disponibles à tout moment. Et même quand il s'agit des bourses partielles où les frais de scolarité sont diminués, c'est aussi par période. Donc, c'est pas à tout moment. Donc, il y a aussi des bourses qui sont offertes donc, en fonction de la nationalité ou de la résidence. Donc, c'est lorsque j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une université ou un gouvernement en État qui décide d'octroyer une bourse aux résidents d'un pays bien déterminé. Donc, pour les résidents d'un pays, ça veut dire, à part les gens qui sont issus, qui ont la nationalité ou qui sont résidents dans ce pays-là, personne d'autre ne peut postuler pour ces bourses-là. Donc, il peut y avoir des bourses disponibles, par exemple, pour voilà, il y a une bourse au niveau du Canada dans le domaine de l'informatique. Donc, ça, c'est un exemple que je donne. Une bourse au Canada dans le domaine de l'informatique pour l'université X, donc destinée aux étudiants originaires, par exemple, de voilà, la Malaisie ou bien qui résident en Malaisie, par exemple. Donc, vous qui êtes Camerounais, Sénégalais ou Maliens, vous comprenez directement que vous n'êtes pas concerné. Donc, pour postuler à cette bourse-là, il faudra attendre également que l'université ou bien l'organisation puisse également transmettre des informations à votre pays donc, pour que vous soyez donc, dans les conditions d'éligibilité, pour que vous respectiez, n'est-ce pas, les conditions, les critères d'éligibilité. Donc ça, c'est aussi une réalité en ce qui concerne les bourses. Donc, il y a aussi les bourses qui sont offertes en fonction du domaine d'études. Donc,
un domaine bien précis peut présenter, n'est-ce pas, des bourses pour les étudiants. Par contre, un autre également n'en a pas. C'est tout à fait normal aussi. Simplement parce que voilà, le domaine d'études en question, on veut promouvoir peut-être le domaine d'études concerné. En plus de promouvoir également, ça peut être dû à la cherté, n'est-ce pas, des prix d'études dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans un domaine bien précis, on peut être amené à payer un certain nombre, un certain montant. Donc, lorsque les organisations, les établissements y réfléchissent, ils se rendent compte que voilà, c'est quand même un peu exorbitant, pour prendre le mot, mais ça vaut le coup parce que la formation est de qualité, la formation est de prestige. Mais pour essayer d'alléger et d'attirer le maximum d'étudiants dans ce domaine d'études-là, on va essayer d'octroyer une bourse de tant de pourcents vers de tel montant pour que voilà, les étudiants n'aient pas peur de venir, n'est-ce pas, s'inscrire dans cette formation-là pour voilà, acquérir de l'expérience. Et aussi, ça peut être parce qu'on a remarqué que dans un domaine bien précis, il manque par exemple des main-d'œuvre qualifiées. Bon, on a besoin de travailleurs dans un domaine bien précis, mais on constate au fil des années que vraiment la main-d'œuvre manque parce qu'il y a peu de gens qui sont qualifiés dans ce domaine-là, parce que peu de gens font des études dans ce domaine-là. Donc, est-ce que c'est parce que les frais de scolarité sont chers ou bien parce qu'il n'y a pas d'engouement autour du domaine d'études? C'est tout ça que je vais susciter donc la réflexion au niveau des gouvernements, au niveau des universités pour voir et proposer, n'est-ce pas, des alternatives, des réductions sur les frais de scolarité. Voilà, après, juste le temps de voir et de répondre à quelques questions. J'ai également ma collègue dans la présentation, donc, Miss Elisa, qui va aussi intervenir à son niveau pour vous présenter, donc pour vous faire savoir comment nous on peut vous aider donc en tant qu'agence de préinscription et en tant que partenaire aussi de certaines institutions qui ont, n'est-ce pas, des disponibilités au niveau de certaines bourses d'études. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude d'assister à nos webinaires, on a peut-être évoqué, n'est-ce pas, la disponibilité de ces bourses dans le passé, mais les établissements avec, n'est-ce pas, comment on appelle, la confiance voilà, à laquelle nous portons, ont décidé, n'est-ce pas, de reporter ces bourses-là et nous aussi, on se doit de vous les présenter. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques questions, juste le temps d'ouvrir le micro de ma collègue et de savoir si elle me reçoit. Et après, on pourra sur la présentation. Excusez-moi. Miss Elisa, est-ce que vous me recevez? Votre micro. Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, le micro, vous pouvez le laisser. J'ai juste le temps de répondre à quelques questions et je vous laisse la main sur le slide suivant. Je ne vous entends pas bien. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je dis juste le temps de répondre à quelques questions et je vous laisse la main pour le slide suivant. D'accord, il n'y a pas de souci. Super. Donc, pour répondre aux questions, excusez-moi. Bon, je constate qu'il n'y a pas vraiment de questions au niveau de la barre de chat. Quels sont les papiers à fournir et les marches à suivre pour obtenir le but? Déjà, comme on a dit, en fait, ça va dépendre de la catégorie de bourse disponible. Donc, ce qu'on ne peut pas garantir et qu'on ne peut pas proposer, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas de bourse entièrement financée. Donc là, il faut qu'on soit assez clair là-dessus. Tout le monde peut vous proposer, c'est ce que ma collègue va aborder tout à l'heure, ce sont des bourses partielles. C'est-à-dire que vous allez payer la scolarité une fois que vous serez dans ces pays-là, mais vous pouvez être amené à payer moins ou bien, en tout cas, il y aura une réduction d'un certain montant sur les frais de scolarité. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut vous proposer avec des écoles qui ont un partenariat. Et puis voilà, les documents à fournir, ça va dépendre de votre niveau d'études. Si vous avez un niveau de licence, ce sont des documents de licence, baccalauréat, et le niveau du bac, station de réussite de la licence flexible, de la baccalauréat. Ce sont les bulletins de classe de lycée, attestation de réussite au baccalauréat et aussi le diplôme du baccalauréat. Donc ça, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, je pense comment faire pour obtenir la bourse d'études. Je pense que c'est l'objet même du livre. Voilà.
quel niveau tu vois. Donc, en fait, les disponibilités que nous avons, n'est-ce pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bourses partielles. Et ça, c'est au niveau des établissements qu'on appelle des CGL. Ma collègue va y revenir. Donc, ce sont des établissements où les étudiants ont la possibilité de faire 2 années de formation dans un domaine bien précis. Et après les 2 années de formation, ils sont, voilà, un diplôme qui leur permettra de travailler ou bien après de poursuivre l'université. C'est bon, je peux y aller, Monsieur Diawara? Oui, un instant que je parle. Est-ce que le slide apparaît à votre niveau? C'est bon? Comment vous... Non, pas. Oui, là c'est bon. Ok, allez-y. Ok, merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la session de présentation. Donc, je pense que Monsieur Diawara, jusque-là, avait peut-être évoqué les différents types de bourses et éventuellement les critères d'éligibilité. Alors, moi, je vais simplement peut-être vous parler un peu de comment VCA Group pourrait potentiellement vous aider justement peut-être à pouvoir être dans ce genre de situation. Donc déjà, comme vous le voyez, il y a déjà différents points qui sont apportés, notamment les offres de bourse partielle d'études. Donc, comme on l'a souligné tantôt, peut-être au début du webinaire, BCA Group est en partenariat avec beaucoup d'écoles et des universités. Donc, éventuellement, généralement, on a des écoles, comme ce que M. Diawara disait, des cégeps, qui sont un peu l'équivalent d'un BTS, c'est-à-dire 2 ans de formation une fois que vous obtenez le baccalauréat. Donc, ces cégeps-là sont là, en fait, justement, pour compléter, on va dire, une formation de 2 ans à courte durée, éventuellement avec des scolarités assez moins coûteuses que ceux à l'université. Mais généralement, on a des écoles, comme je vous l'ai dit, toujours partenaires, qui offrent des bourses partielles d'études. Donc, comme on l'a dit, généralement, les bourses entièrement financées à 100%, il y a vraiment des circonstances et des conditions pour pouvoir les obtenir. Mais certaines de nos écoles offre généralement aux étudiants étrangers des bourses partielles, c'est-à-dire simplement une réduction des frais de scolarité pour tout simplement permettre à l'étudiant quand même d'avoir plus de facilité à pouvoir payer les frais de scolarité une fois qu'il arrivera sur place dans le pays en question. Donc, ces bourses partielles-là, régulièrement, en tout cas, on a nos écoles qui offrent ces bourses-là et on a également des possibilités d'avoir des bourses de mérite après un beau parcours académique, comme vous pouvez le voir. Tout ça également, ça rentre dans le cadre des écoles partenaires avec quoi on travaille. Donc, ces écoles-là, généralement, même si au début, c'est-à-dire lorsque vous êtes censé faire une procédure de préinscription, vous partez avec voilà, le but de payer vos frais de scolarité de manière normale, mais après peut-être 2 années, 2 années de formation, voilà. Si on se rend compte, si l'on se rend compte que voilà, vous avez un beau parcours, vous avez de bonnes notes une fois que vous arrivez là-bas, l'école peut décider justement de vous octroyer des bourses de mérite, c'est-à-dire basées sur vos notes. Et voilà, ça vous permet quand même de pouvoir continuer votre cycle sans vous préoccuper forcément des frais de scolarité encore. Donc, c'est simplement une façon, on va dire, de booster les étudiants déjà à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà, éventuellement quand même à les booster aussi à s'inscrire dans ces écoles-là en question. Voilà, c'était peut-être un peu ça. Monsieur Diawara, donc je pense que voilà, il y a également le fait aussi qu'on puisse trouver des universités, des écoles à des prix moins élevés. Donc, au-delà du fait que nous soyons en partenariat avec des écoles, on fait également les demandes d'admission dans beaucoup d'universités à travers voilà, les 6 pays dans lesquels nous travaillons. Donc, notre but d'abord premier, on sait aller étudier à l'étranger, ça demande énormément de fonds, de moyens également. Donc, nous, notre principal objectif quand même, c'est de pouvoir vous trouver ces écoles-là à des prix quand même très accessibles. Donc, peut-être à défaut, vraiment à défaut de pouvoir trouver une école qui offre ne serait-ce que des bourses partielles ou bien des bourses de mérite,
on vous aide également à trouver des écoles et des universités à des prix vraiment très, 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 très moins réduits. Voilà. Et il y a éventuellement aussi, comme je vous l'ai dit, les écoles partenaires. Donc, peut-être en parlant d'écoles partenaires, comme je vous ai dit, ce sont ces écoles partenaires-là qui offrent des bourses partielles d'études. Je vais peut-être souligner le cas de deux de nos écoles en ce moment au Canada. Donc, comme j'ai dit, ce sont des cégep. Cégep, c'est l'équivalent d'un BTS, 2 années de formation après le baccalauréat. Et ces deux écoles-là, une est dans le domaine de l'informatique, avec la programmation web, le développement, le codage et tout. Et l'autre est dans un domaine beaucoup plus vaste, à savoir le marketing et commerce international, la finance, comptabilité et éventuellement l'administration. Donc, il s'agit du collège Multi-EXA et du collège Avalon. Donc, présentement, ce sont deux de nos écoles, comme j'ai dit, partenaires au Canada, qui offrent des bourses partielles aux étudiants. Donc, comme je dis, ces bourses partielles-là vous permettent simplement d'avoir accès aux formations sans vous soucier forcément de payer la totalité des frais de scolarité. Donc, c'est vraiment quand même une réduction. Et voilà, peut-être le collège multi-EXA, en ce moment, offre des bourses partielles à hauteur de 4 000 $. Donc, de base, les frais de scolarité s'élèvent à 23 000 $ canadiens pour les 2 années. Maintenant, lorsque vous bénéficiez de la bourse partielle de 4 000 $, ça revient à payer 19 000 $ canadiens pour les 2 années, donc environ 9 500 $ par année. Donc, 9 500 $ par année, environ, c'est plus ou moins l'équivalent de 4 500 000 par année, mais ces 4 500 000 également sont subdivisés en tranches. Donc, vous ne payez pas tout en globalité. Et le collège Avalon, quant à lui, propose des bourses à hauteur de 2 000 $ aussi. Et c'est toujours dans la même tranche de prix que Multi-EXA, toujours dans les environs de 4 000, 4 500 par année à payer si vous bénéficiez de la bourse de 2 000 $. Donc, quand même, nous qui sommes dans le milieu, on sait quand même que c'est vraiment mieux que rien. C'est généralement les choses qui boostent les étudiants aussi, tout en sachant que voilà, même si vous payez quand même une partie des frais de scolarité, arriver sur place avec la possibilité de pouvoir trouver des jobs étudiants ou des jobs à temps partiel. Voilà, vous aurez quand même la possibilité d'avoir un certain revenu sur vous et prendre en charge diverses dépenses, on va dire, qui vous concernent. Donc voilà, je pense que c'était un peu ça, juste pour souligner quand même le fait que VCA Group, on vous accompagne quand même. On est toujours à l'affût de vous trouver les meilleures opportunités. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que voilà, nos écoles partenaires quand même vous offrent régulièrement ces bourses partielles-là pour vous aider. C'était tout. Monsieur Yawara, je pense que ça, c'est bon. Merci beaucoup, Miss Elisa, pour les précisions de qualité. C'était Merci à vous. vraiment nécessaire. Voilà. Comme Miss Elisa l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est ce que j'essaie d'aborder. Donc, voilà, d'introduire, c'est-à-dire les partenaires qui offrent, n'est-ce pas, des bourses d'études partielles. Donc, on a des partenaires, comme elle l'a dit, dans le domaine de l'informatique, ce qui concerne la programmation, l'intelligence artificielle, mais également des partenaires dans le domaine du commerce international, voilà, de l'administration, etc., ou bien de la gestion de la comptabilité. Ça dépend vraiment de chacun. Mais il y a d'autres écoles, mais voilà, je comprends pourquoi elle ne l'a pas évoqué, parce qu'en fait, ici, on parle de bourses partielles, mais là-bas, en fait, ce sont des bourses de mérite. Comme on a dit, pour les bourses de mérite également, je pense qu'elle l'a évoqué lorsqu'elle parlait, n'est-ce pas, elle évoquait, n'est-ce pas, voilà, les possibilités d'avoir des bourses de mérite après un bon parcours académique. Donc, les établissements en question, c'est, voilà, vous y allez, vous montrez que vous êtes méritant parce que vous avez des très bonnes moyens, et eux également, de manière totalement, donc, voilà, de manière totalement, on va dire, enthousiastes en tout cas, ils sont très heureux de nous offrir, n'est-ce pas, les bourses qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de poursuivre votre parcours académique dans la plus grande quiétude, sans se soucier des coûts qui peuvent être exorbitants. Donc, vous pouvez témoigner pour nous, s'il vous plaît. Cela pourra nous être une grande utilité. Donc, je n'ai pas saisi ce que je lui ai dit. Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre la question pour que nous puissions voir? Si vous parlez de vidéo de témoignage, peut-être.
pas compris. J'ai un témoignage en relation avec le thème. Bon, peut-être nous voir directement après la réunion. Comme ça, nous, on pourra voir avec vous comment nous organiser afin de présenter ce que vous souhaitez également présenter. Excusez-moi, il y a... Merci madame, on me reçoit très bien par rapport à monsieur Diawara. Donc je m'excuse, hein, je m'excuse. Et merci beaucoup, monsieur Diawara, pour en tout cas votre voix qui porte très bien. Quand on est en deuxième année informatique, comment faire pour étudier dans les cégep? Donc, vous allez, c'est-à-dire si vous êtes en deuxième année informatique, vous allez simplement, bon, on ne va pas dire que vous allez recommencer à zéro parce que vous aurez déjà, n'est-ce pas, des bases en informatique de tout votre pays, mais vous allez commencer première année, deuxième année. Donc, vu que c'est 2 ans, le cégep c'est 2 ans, 2 ans de manière générale parce que parfois il y a 3 ans, mais disons 2 ans pour le monde de l'informatique, vous y allez première année, deuxième année. Donc, après 2 ans, vous avez un diplôme. Il faut comprendre aussi que tout au long de ces 2 années-là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de faire des stages. Donc, vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, avec les partenaires des établissements, faire des stages. Et quand je dis stage, je ne dis pas stage dans un domaine différent de ce que vous étudiez, c'est-à-dire vous étudiez l'informatique, mais vous avez un stage dans un restaurant ou bien magasin de vêtements. Non, ce n'est pas ça. Lorsque vous avez des stages ou bien on vous permet de travailler temporairement, c'est dans le domaine d'études dans lequel vous évoluez. Donc, en informatique, un stage en informatique, en relations internationales, un stage en relations internationales, des trucs comme ça. Donc, en commerce international, je voulais dire, donc un stage en commerce international. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça vous permet d'être très près, c'est-à-dire que lorsque vous terminez, après 2 ans, vous êtes vraiment en capacité, n'est-ce pas, de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, être opérationnel pour toute personne qui aimerait donc bénéficier de vos services. À part ça, donc, je viens d'avoir le bac cette année, félicitations. Je peux postuler pour avoir les bourses et quelles sont les démarches pour le Canada? Oui, on peut vous aider, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les bourses partielles que ma collègue a évoqué tout à l'heure. Et je ne sais pas trop ce que vous voulez étudier, dans quel domaine d'études vous voulez poursuivre, mais les disponibilités, excusez-moi, que nous avons actuellement sont des disponibilités dans le domaine informatique et également le domaine en rapport avec l'économie, la gestion, la finance, aussi donc le commerce international. Pour le master, nous allons, pour ceux qui sont en formation de master, donc c'est peut-être le moment de le préciser, d'ici peu, en tout cas, rester à l'affût des webinaires que nous organisons. Nous allons donc inviter un de nos partenaires qui offre, n'est-ce pas, des prêts financiers avec des intérêts fixes qui sont payables après les études. On va l'inviter très bientôt et voilà, vous pouvez également être rassuré, en tout cas sur ce point-là, sur la prise d'information. En tout cas, nous y travaillons. On va vous présenter en tout cas ce qu'il y a de mieux, comme ma collègue l'a dit précédemment. OK. Oui, c'est possible d'étudier à l'étranger après la licence. Donc, pour étudier à l'étranger après la licence, généralement, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un baccalauréat. OK? Une fois que vous êtes, n'est-ce pas, comment on appelle, une fois que vous êtes détenteur d'un baccalauréat, vous êtes, n'est-ce pas, éligible pour étudier à l'étranger parce que la plupart des écoles vous demanderont, n'est-ce pas, de fournir la preuve donc, qui montre que vous avez terminé le lycée. Donc, ça, c'est le baccalauréat. Donc, le baccalauréat, c'est le minimum à avoir. Donc, si vous avez déjà la licence, vraiment, vous avez dépassé même le critère requis pour aller à l'étranger. Donc, c'est aussi une possibilité. Soit pour faire un master, soit pour faire une licence, ça dépendra de vous. Je pense que les questions, on a fait le tour des questions. Maintenant, l'autre qui parlait de témoignages. Donc, je ne sais pas si c'était témoignages en rapport avec les candidats qui sont passés par VCAV, puis on parlait de témoignages, d'un autre type de témoignage. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais essayer de voir ce que j'ai les disponibles. Nous avons les disponibles, autant pour moi au niveau de l'ordinateur. L'instant.
pense que la vidéo va jouer dans un instant. Donc, avant de se séparer, donc, nous allons vous laisser avec le témoignage assez Bonjour, je m'appelle Elhadji Abdoul Aziz Nia. Je suis de nationalité sénégalaise. Euh, je suis en première année à ISM. J'étais à la recherche d'une université aux États-Unis et c'est par la suite qu'un ami m'a suggéré BCA Group. Bon, après avoir contacté BCA Group, ils m'ont aidé à faire un choix et à avoir une acceptation à Tacoma. Et après cela, ils m'ont aussi accompagné jusqu'à l'obtention de mon visa. Franchement, j'encourage les nouveaux bacheliers ou bien les étudiants à contacter VCA Group. Le personnel a été très réactif et il me tenait au courant sur l'avancement de mon dossier durant tout le processus. J'ai eu une bonne expérience à VCA Group. Franchement, ils ont été très professionnels et dynamiques. En plus de ça, donc, ce que nous allons essayer de partager avant de nous séparer, étant donné qu'il y a, n'est-ce pas, on vous mettait en garde tout à l'heure donc, par rapport aux institutions, donc la crédibilité de certaines institutions. Est-ce que, voilà, toutes les institutions donc, méritent donc voilà, que vous leur fassiez confiance? Est-ce qu'il faut s'engager avec tout le monde? On va essayer de vous mettre voilà, ce qu'on peut avoir comme plan assez intéressant. Voilà, afin de vous en faire bénéficier dans un instant. OK. Donc, s'il faut parler en termes d'organisation, d'organisation crédible, en tout cas, on peut vous suggérer, c'est-à-dire, à défaut d'avoir des bourses partielles, c'est-à-dire qui sont offertes par les partenaires de l'ECANO. Donc, ce qu'on peut vous offrir encore de crédit, c'est-à-dire vraiment crédit d'une organisation certifiée et reconnue mondialement, c'est Edubas. Donc, ça, c'est le site sur lequel au moins vous pouvez espérer avoir une bourse de la part d'un gouvernement. C'est-à-dire, là-bas, lorsque vous y allez et que vous êtes donc vous tombez donc à la période où les bourses sont disponibles, c'est à travers ce site-là. En tout cas, si on doit vous recommander un site crédible, fiable, c'est à travers ce site-là qu'il faut postuler. Parce que ça nous évitera d'entrer en contact avec des personnes, n'est-ce pas, mal intentionnées, personnes qui pourraient, n'est-ce pas, se servir, n'est-ce pas, de votre envie d'études à l'étranger pour se faire de l'argent ou en tout cas pour vous nuire. Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde a la possibilité de voir, même si le lien n'est pas forcément partagé dans le chat actuellement. Il y a la possibilité de voir, déjà de voir le nom du site et voilà. Et après, aussi faire des recherches personnelles, voilà, et explorer le site et voir les différentes offres qui peuvent être présentées. Ça vous permet de réaliser, n'est-ce pas, votre rêve d'étudiant à l'étranger. Donc ça, c'est certifié à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez pas établissements qui sont présentés, les détails en rapport avec l'établissement. Certainement, pour chaque établissement, vous allez voir les critères donc, à respecter, les pays dans lesquels les mentions sont offertes, etc. Ça, vous aurez la possibilité de consulter ça vous-même et il faut que c'est bon, vous inscrire, explorer, postuler. Voilà, envoyer ce qu'il faudra envoyer, qui sera demandé par les concernés, voilà, espérer simplement que ça passe aussi. Si vous êtes totalement donc, à la recherche de quelque chose voilà, que vos moyens n'arrivent pas forcément à, à atteindre. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous avant de nous séparer. Donc, je vois qu'il y a quelques questions, les dernières questions peut-être que nous allons répondre avant de nous séparer. Salut, j'ai pas terminé mes études en vérité en électromécanique. J'ai fait que 2 ans était possible d'avoir une bourse au Canada. Bon, dans le domaine de l'électromécanique, franchement, ce que nous avons en tout cas,
Euh, voilà. Ce ne sont que des bourses de mérite, et ça, c'est du côté de la Turquie. Du côté du Canada, nous n'avons pas de bourse dans le domaine de l'électromécanique ou encore la mécanique générale. Oui, vous êtes resté 4 ans sans faire d'études, c'est possible, c'est possible. Donc, il y a la réinsertion qui existe. Mais aussi, si vous avez fait quelque chose pendant ces 4 ans, un stage, je sais pas, ou bien un travail, il faudra aussi être en mesure de trouver, mais c'est possible, c'est possible. Et si vous n'avez pas quand même le bain, il n'y a pas de souci également, c'est un dossier recevable. Est-ce possible d'avoir un diplôme Bac+5 en génie civil et partir continuer pour le master? Je dirais master 1. Parce que directement master 2, en France, c'est possible, mais généralement au Canada et aux États-Unis, on nous demandera de revenir en master 1. Parce que voilà, généralement, le crédit dans votre pays ne se complète pas avec les crédits du côté du Canada ou des États-Unis. Oui, Christophe Mendy aussi, c'est possible de vous aider dans le domaine de l'immobilier, mais voilà. On pourra voir en fonction de votre profil de disponibilité que nous n'avons pas forcément de bourse, mais l'école, en tout cas, de qualité pour vous permettre de poursuivre vos études. Les lettres de recommandation, généralement, les lettres de recommandation doivent venir de vos professeurs, en tout cas. L'établissement vous précisera donc de qui il faudra prendre les lettres de recommandation. Les lettres de recommandation pour le bourse d'études. Bon, pour le moment, nous ne regardons pas dans ce sens-là. Je pensais que vous parlez de lettres de recommandation pour joindre une formation bien précise. Le logis également, nous n'avons pas de possibilité pour le moment. Mais de toute façon, on n'hésitera pas lorsqu'on aura le niveau à vous en faire part. Voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour le prochain webinaire, lorsque ce sera la date sera décidée et l'heure aussi, nous allons faire comme d'habitude, faire le communiqué, partager le flyer de la présentation avec vous. Et voilà, vous allez recevoir des nouvelles comme d'habitude. Et puis aussi, pour ceux qui souhaitent postuler, le mieux, ce serait vraiment de contacter l'un de nos numéros. C'est-à-dire, pour la plupart d'entre vous, vous avez reçu euh, des, des messages via WhatsApp pour vous rappeler lors de l'entretien. Nous allons également mettre nos numéros de téléphone que vous pourrez également contacter. Excusez-moi, dans la barre de chat, nous allons essayer de mettre nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp et nous faire part de votre projet d'étude. Nous, on saura donc comment vous aider et voilà, vous accompagner. Voilà, et au niveau de la barre de chat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par la CGF. Voilà, il faudra simplement nous recontacter. On pourra vous aider, n'est-ce pas, en vous dictant, n'est-ce pas, les documents à fournir pour le reste de la procédure. Voilà, donc ce fut un plaisir pour moi, en tout cas, et mes collègues. Euh, Excusez-moi. Est-ce que cela requiert d'abord de faire une prescription et d'être admis à une université? Bon, pour ça, en fait, il va falloir vraiment être à l'écoute du partenaire parce que nous n'avons pas forcément déjà tous les détails parce que les partenaires donneront tous les détails par rapport à ça. Je pense que c'est le mieux à faire, attendre que le partenaire qui est expert dans le domaine en question soit présent et puisse nous donner tous les détails en rapport avec les conditions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. Ce fut un plaisir pour moi ainsi que toute l'équipe de BCA Group de s'entretenir avec vous. C'était vraiment un plaisir comme chaque jeudi. Voilà, de discuter avec vous par rapport à des sujets qui tiennent à cœur et qui vous tiennent aussi à cœur. On se retrouve très prochainement pour d'autres webinaires. Voilà, le thème et les heures seront précisées plus tard. Et voilà, donc je vais vous remercier déjà d'avoir pris le temps de vous présenter et de nous avoir écouté tout au long de la présentation. Ma collègue également, Elisa, qui peut activer le micro, va passer son mot et nous allons essayer de nous séparer.
Oui, merci Monsieur Diawara déjà. Et peut-être merci à tous ceux qui ont été présents pour le webinaire. J'espère peut-être que les informations qu'on a eu à faire passer ont été bien comprises et bien transmises aussi. Et comme M. Diawara l'a dit, voilà, donc je pense qu'il vous a montré, il vous a donné un site quand même, un gouvernement beaucoup plus, on va dire, sûr. C'est pour ceux peut-être qui aimeraient vraiment voilà, postuler pour ces bourses pour les étudiants internationaux. Donc, EduPass, je pense peut-être que ce serait un bon moyen pour vous. À côté, bien sûr, peut-être des écoles déjà dont on vous a parlé, avec qui nous sommes en partenariat. Et comme il a dit également, si vous avez des questions beaucoup plus, voilà, peut-être précises ou un peu plus personnelles par rapport à votre cas, n'hésitez tout simplement pas à nous contacter, à contacter l'agent qui vous a envoyé le lien pour le webinaire. Donc, on pourra répondre à toutes vos questions et vous envoyer peut-être toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin. Voilà, et merci à tous. Ce fut vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir pu vous aider lors de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Miss Elisa, et à tous ceux qui nous ont aidés donc, dans la réalisation de ce webinaire. Donc, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée et de, voilà, de bien vous porter et à très bientôt. Merci beaucoup.